monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, on est encore en direct du Grand Prix de Trois-Rivières. Vous allez voir, on va vous imiter dans les prochaines semaines. Mais pour aujourd'hui, un petit retour en arrière au Festival d'été de Québec avec les gars de Grimmskunk. On a fait ce band-là avec l'idée de ne pas avoir de limites. Aussi, on fait un saut dans le Festival Ville de Lévis 2025, bien sûr, en compagnie de Mike Demeraux. Je me demandais vraiment ce que je faisais là, mais c'était vraiment une belle expérience. Et un peu de country. Que serait l'été sans country? Avec Guillaume Lafont. Tant que je joue avec ces musiciens-là, n'importe quelle chanson je vais arriver avec eux, ça va sonner. Durant le Festival d'été de Québec 2025, on a eu tout plein de soirées, dont entre autres une grosse soirée rock où on avait entre autres Grimmskunk qui était à l'honneur. Déjà 30 ans pour la formation, on a eu l'occasion d'en jaser avec eux. On va avoir une grosse soirée punk rock dans le cadre du Festival d'été de Québec, bien sûr en compagnie de Grimmskunk. Messieurs, bonjour, bienvenue à Québec. Yeah! Comment qu'on se sent, messieurs, d'abord, de jouer à une température, on va dire, quasi hivernale pour l'édition 2025 du festival? On est en feu, c'est pas grave! Nous autres, on pense que In Flames, ils vont avoir tellement de feu qu'ils vont faire condenser toute la pluie. J'adore ça, un optimiste naturel. Messieurs, 1988, c'est l'année où tout a commencé pour vous. Vous célébrez d'ailleurs actuellement en tournée le 30e anniversaire de votre album éponyme. Si je retourne dans le temps, là, dans les années 80, quand je parlais au petit gars qui avait décidé de commencer cette band-là, pensiez-vous traverser le temps de cette manière-là? Ah, ça, c'est une drôle de question parce qu'on a commencé le band sans trop y passer. C'était comme un genre de trip de party de chum, en fait. Fait que c'était un peu comme aveuglément avec l'instinct, puis il n'y avait pas de plan là, du tout. Là. Fait que, mais on a fait un documentaire sur Grimmskunk en 97, puis il avait demandé à Peter, le guitariste, tu sais, tu devrais faire ça jusqu'à quel âge? Il a fait oh, you know, I don't know, 55, 65. How old are the Rolling Stones? C'est ça qu'il avait répondu. Fait que peut-être que c'est un peu pareil pour nous, finalement. J'adore ça. Puis quand on fait cette comparaison-là avec les Rolling Stones, on s'entend, c'est pas gênant du tout. De traverser aussi toutes ces époques-là en musique, c'est quelque chose de beau à voir que ce style de musique-là puisse vous suivre au fil des années. Oui, bien, je crois que les fans de punk, de hardcore, de métal en général le sont pour la vie. Puis on regarde Black Sabbath qui vient de célébrer leurs 55 ans. Tous les groupes métal que moi j'écoutais quand j'étais jeune sont encore ensemble parce que le public est encore là et ça se transmet d'une génération à l'autre. Fait que ces fans-là sont hardcore à vie. Fait que on les a pas perdus puis ils nous ont pas perdus. Fait que c'est fou comme notre temps était beaucoup plus élastique que le temps des autres. Nous, je peux pas croire que ça fait 40 ans déjà. Puis comme disait Franz, tu peux pas imaginer, même dans un an, ça va être encore ensemble. Tu sais, les Beatles, ils disent, nous autres, on peut bien se vanter puis dire qu'on va être dans 10 ans, mais les Beatles ont fait 10 ans. Fait que d'une année à l'autre, on les voit plus passer. Ben, ça veut dire qu'on a du fun à le faire et la chimie du groupe est toujours présente. Puis, on est indépendants, on fait tout ça nous-mêmes. Eux, ils ont parti leur propre compagnie de disques. Fait qu'à un moment donné, tu t'organises toi-même, puis ça rend les choses beaucoup plus faciles, je dirais. Et là, on va y revenir à ces jeunes années parce qu'effectivement, la compagnie de disques Indica, qui a fait naître plusieurs petits bands et grands bands de chez nous et d'ailleurs. Je pense à les Trois Accords, Half Moon Run, pour ne nommer que ceux-là. C'est plus de 2000 artistes que vous avez produits avec cette compagnie-là. J'imagine que ton cœur de père musical doit être fier. Écoute, moi, quand on a commencé à comme travailler avec les jeunes bands, comme Vulgaire Machin, c'était un des premiers bands qu'on a signé, là. Puis comme Guillaume Marie-Ève, il a comme 18 ans, tu sais. Fait qu'il était à peine majeur. Puis, tu sais, c'était comme, t'avais vraiment l'impression, t'avais un côté un peu paternaliste quand même, tu sais. Pas, c'est pas ça de manière condescendante. C'est bien vieillant. Oui, c'est ça, tu sais, t'avais l'impression, tu sais, ils savaient pas trop, tu sais. Mais nous autres, on n'était pas beaucoup plus vieux qu'eux non plus, là. Mais j'ai l'impression que c'était comme nous, quelques années auparavant. Fait que j'étais comme, non, c'est beau, j'ai été là, tu sais, je peux vous aider à passer à travers ça, à faire votre chemin vers votre rêve que vous voulez réaliser. Certains pièges aussi, auxquels nous, on a passé. Fait que c'est le fun d'avoir une compagnie de disques que c'est des musiciens qui sont sur le terrain, qui connaissent la game beaucoup. Fait que justement, tu peux éviter des pièges qui peuvent tuer des balles assez facilement, tu sais, parce qu'il faut être les reins solides pour faire ce métier-là en partant. Puis si en plus tu te bats contre ta propre compagnie de disques, ben, à un moment donné, tu perds ta motivation, tu sais. Puis au fil des années, l'industrie de la musique a changé depuis ces années-là. Si tu repartais un brand comme celui-là demain matin, te rembarquerais-tu là-dedans? Oh, je fais exactement la même affaire. Oh, ouais. Ouais, pourquoi pas. Dans la vie, faut
faut pas douter, faut pas regretter. The one thing about regret is it's better to regret something you have done than something you haven't done. Je gère ma vie de la même manière, au détriment parfois de ma vie conjugale, mais bon. Mais c'est beau de voir justement que c'est la passion qui mène tout ça. C'est votre amitié, c'est les liens, c'est la musique qui vous avez dans le cœur, dans le corps, dans le cerveau depuis toutes ces années-là. L'album éponyme, bien sûr, bon, on l'a dit, célèbre ces 30 années-là. Celui qui vous touche le plus particulièrement dans tous les albums que vous avez produits, ce serait lequel et pourquoi? Vous n'êtes même pas obligé d'avoir la même réponse. Ben, moi, j'aime tout le temps le dernier qu'on a fait. Parce que quand t'es jeune, t'as juste ça à faire, la musique vient plus facilement. Rendu à un certain âge, 40 ans et plus, les familles embarquent, puis les responsabilités. Fait que c'est de plus en plus tough de se voir et de créer de la musique. Et donc, on était vraiment fiers de Unreason in the Age of Madness qui est sorti. Puis là, on travaille sur du nouveau matériel. Fait que ça prend le temps que ça prend. Mais comme je suis fier de celui qui s'en vient. Tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, quand on a commencé le band, on était au cégep, on était une gang de buddies puis d'amis. Puis, tu sais, on faisait le party, puis on fumait des battes, puis on buvait des bières, puis on chantait des tunes. Puis Vincent faisait partie de cette gang-là, puis la gang de bar faisait partie de cette gang-là. Puis, en fait, on faisait le party ensemble, tu sais. Puis la musique, c'était comme la chose qui était un peu un fil conducteur entre nous, entre nos amitiés, entre nos fêtes, entre nos moments ensemble, etc. Fait que faire des bands, ça allait comme de soi un peu, tu sais. C'était comme une extension de notre plaisir, mais des fois, moi, j'allais chez Vincent quand il était à Longueuil avec Groovy à l'époque. Puis tu sais, on prenait une guitare puis on chantait, tu sais, pendant 3 heures de temps, là. C'était le plaisir. Fait que, tu sais, on n'a pas commencé avec Grimmskunk ou même Groovy, je pense, dans le but d'avoir une carrière. Vraiment pas. On voulait ça parce qu'on aime la musique, mais ça s'est fait tout seul un peu malgré nous quand même. Et là, je suis curieuse de savoir, tu parles de tous ces petits à côté qui viennent avec l'industrie de la musique. Les gars qui commençaient dans le métier avant les shows, il y a 40 ans versus aujourd'hui, les messieurs qui partent de leur dimanche et qui partent de leur journée. Comment vous êtes avant les spectacles aujourd'hui versus avant? Comment avez-vous vieilli avec ces pré-shows, messieurs? Ben moi, je me sens aussi peut-être un peu plus relax qu'avant. Je pense qu'avant, quand t'es jeune, tu te mets beaucoup de pression. Je pense que tu veux que tout soit parfait. Tu sais, t'as peur de comment les gens vont te juger ou te critiquer ou te voir. Puis chaque petite chose devient vraiment... Justement, je me souviens, Groovy, Marc-André, le guitariste de Groovy, il était, mais d'une meticulous? Oui. Médiculeux. Ah, il était méticuleux au point que, tu sais, c'est vraiment là comme... Puis nous, on était un peu comme ça, moins que Marc-André, mais tu sais, on avait ce côté-là quand on était jeunes. On était comme chaque petite affaire, c'était comme la fin du monde, tu sais. Puis avec le temps, tu réalises que l'énergie, puis l'émotion, puis le moment présent que tu vis et que les autres vivent dépasse 100 000 fois les petits détails. Pas que les détails sont pas importants, mais... Ils prennent moins de place un peu. Oui, c'est ça. Faut pas se fouetter. Je fais une erreur ici et là, puis je fais une gaffe. La vie est parsemée d'embûches et d'erreurs, puis c'est le même que tu grandis. J'aime ça, des hommes sages, ces hommes. On a parlé que nécessairement, il y avait du nouveau matériel en production. Mettons qu'on jase, là. On est juste vous puis moi, là. On pourrait s'attendre peut-être à quand, comment, dans la même lignée de ce qu'on connaît de vous? Grimmskunk, ça va toujours être quelque chose dans la même lignée, mais pas exactement pareil. Parce que c'est un peu ça qu'on a fait depuis le début. Tu sais, on a fait ce band-là avec l'idée de ne pas avoir de limite. Fait qu'on sortait une idée, puis là, c'était pas « Ah, non, c'est pas beau, c'est pas notre genre. » Non, c'était comme « OK. » Tu sais, comme Alain, par exemple, notre batteur. Lui, c'était comme « OK. » Puis là, il écoutait l'affaire, puis là, il passait à une affaire. Peu importe ce que c'était, il imaginait comment il fallait qu'il joue du drum, puis comment que la tune fallait qu'elle sonne. Peu importe le style, il n'y avait pas de jugement, pas de limite. On fait encore la même chose. Si on est chanceux, puis on n'est pas trop désorganisé, ça serait l'année prochaine, je pense. Alors, je vais vous souhaiter peu de désorganisation pour que ce projet-là aboutisse pour l'an prochain. On focus. Messieurs, la pluie commence à tomber. Je vous souhaite un bon spectacle pour ce soir, peu importe la température. C'est sûr que les gens vont triper. Toujours un plaisir, messieurs, de vous rencontrer. Avec plaisir, vive la musique! On garde le rock'n'roll en vie! Au retour de la pause, soyez là. Un peu de country, pourquoi pas, sur la clique avec Guillaume Lafont. C'est au printemps dernier que Guillaume Lafont nous a présenté son nouvel album « Sous mon chapeau ». On a eu l'occasion de découvrir cet univers-là avec lui.
C'est un plaisir pour moi aujourd'hui de retrouver Guillaume Lafond de Passage à Québec. Guillaume, comment ça va? Ça va bien, toi, Sarah? Ça va très bien, merci. Très heureuse de te retrouver, te lancer ce printemps, ton deuxième album, l'album Sous mon chapeau. D'abord, de revenir avec ce projet-là, comment tu te sens dans ton cœur? Écoute, c'est un projet qui est comme... C'est mes tunes. J'ai fait ça avec mes chums, dans le studio, ce que je voulais. C'est vraiment, avec mon argent. C'est vraiment quelque chose que c'est un sentiment d'accomplissement énorme. Puis c'est de la musique que j'aime, que je suis vraiment content à offrir au Québec en ce moment. Parce qu'il faut dire, pour ceux et celles qui t'ont connu peut-être au travers de l'écran, c'est à Star Academy qu'on a eu la chance de te connaître. Par la suite, bien là, effectivement, la machine embarque, le premier album embarque. Mais là, on entend que tu fais ce projet-là à 100% pour toi, de la manière que tu le veux et dans les critères que tu veux. Est-ce que c'est quelque chose qui, à ce moment-ci de ta carrière, est un objectif pour toi? Oui, ça a toujours été ça. Moi, la musique, pour moi, c'est moi. C'est mon cœur, c'est ce que je veux dire, ce que je veux faire sentir aux gens. Fait que avoir le plein contrôle, c'était ça mon objectif. Puis je suis un gars j'ai étudié en son, j'ai étudié pour faire de la production sonore et tout, en studio. Puis je suis à l'aise en studio, c'est ce que j'aime faire. Donc, de réaliser cet album-là, de co-réaliser avec Antoine Lachance, c'est une étape, mais moi, mon objectif dans la vie, c'est de pouvoir avoir un studio à un moment donné à moi. Puis là, je trouve que c'est juste une étape de plus qui se rapproche de mon rêve. Là. Tu parles du studio, l'écriture nécessairement fait partie aussi de tout ce processus-là. Le premier album, tu avais écrit 100% des chansons. Là, tu t'es entouré de tes boys, justement, pour l'écriture. Qu'est-ce que ça a changé dans la dynamique de cet album-là, d'être entouré pour cette portion-là? Ça a changé beaucoup de choses parce que, justement, l'album, c'est pas juste moi, la musique, c'est un peu du partage, comme ce que je veux dire, c'est ça, c'est du partage. Puis en fait, après ça, le faire avec du monde que j'aime, que je fais confiance musicalement, que j'aime, leur musique. L'apprentissage aussi qui vient avec ça, j'imagine. Puis là, comme juste on dirait qu'il donne un petit peu à ma musique, puis que, ça fait quelque chose qui est unique, c'est qui est pas juste moi, mais ça fait un petit mélange. C'est comme si tu mélangeais des couleurs ensemble, puis ça fait quelque chose. Une peinture ou une salade de fruits. Exact, c'est ça que je voulais dire. Comment tu décrirais cet album-là? C'est un album qui est vraiment varié. Oui, c'est du country, mais c'est du country qui est influencé de plein de styles. Je suis un gars qui écoute pas juste du country. J'écoute du folk, j'écoute du blues, j'écoute du rock, j'écoute du disco, j'écoute plein d'affaires, puis quand j'écrivais mes chansons, je voulais juste pas me donner de limites, puis me dire, OK, ça s'en va vers là. Mais, ce qui a fait en sorte que ça sonne Guillaume Lafond, puis ça reste, comme un peu, à ma sauce, c'est mes musiciens que j'ai autour de moi, puis qu'on est une gang, ça fait longtemps qu'on joue ensemble, puis tant que je joue avec ces musiciens-là, n'importe quelle chanson je vais arriver avec eux, ça va sonner à ma sauce, c'est ça va sonner comme moi, c'est ça. Qu'est-ce qui te rend plus fier? J'entends que tout l'aspect, justement, tes chums, de t'être entouré pour cet album-là, c'est quelque chose qui est important pour toi. Ouais. Ta plus grande fierté de Sous mon chapeau, quelle est-elle? C'est surtout la production, tout l'aspect comme en arrière de la musique que je connaissais vraiment pas. Je recule il y a 3 ans de ça, puis... T'étais pas là-dedans pantoute? Je connaissais rien de ça, les droits d'auteur, les droits d'interprète, ces affaires-là, je connaissais rien du tout. Puis tout apprendre ça, puis de tout enregistrer ça de mon côté, ça, j'ai eu de l'aide, mais je l'ai fait à 100% par moi-même, puis ça, j'en suis vraiment fier. On développe la ink même quand on est chanteur, quand on est artiste, c'est important. Nécessairement, là, qui dit lancement d'album, dit série de spectacles, les festivals aussi cet été, fête nationale. Mais le festival, je pense qu'on ne peut mettre sous silence cette année, c'est l'Assaut. Quand on a l'appel officiel de l'Assaut Montréal, puis qu'on te propose de mettre ton nom officiellement sur l'affiche, on reçoit comment cet appel-là? C'est spécial, sérieusement. Comme je dis souvent, c'est... L'Assaut, depuis la première édition, j'y vais en tant que spectateur, puis je souhaite à un moment donné faire la scène, puis là, cette année, c'est ça, je reçois l'appel, puis je suis comme, OK, c'est là, tu y crois, tu sais, mais tu sais, je suis rendu là dans ma carrière, c'est le fun, c'est comme, je vais juste donner un mot du bon show, puis essayer de me faire découvrir par d'autres personnes, un autre public. Est-ce que dans ce temps-là, vu que c'est un show en festival, on le pense différemment de ce que tu fais pour ton spectacle régulier? On fait une petite saveur particulière? Comment tu entrevois ça? C'est un nouveau spectacle que j'ai présenté lors de mes lancements d'albums. Puis c'est sûr que je vais le penser un peu différemment. On va changer des quelques trucs, mais
ça tourne toujours autour de l'essence de cet album-là, puis mélangé avec des premières, puis des covers, tu sais. Des covers, c'est sûr, puis des choses qui m'ont influencé dans la vie, puis ouais. Y a-t-il une tune que tu te fais toujours demander en spectacle puis que t'as comme pas le choix? Mais là, on dirait que le monde sont partis sur mon medley d'Elvis. Oui. Ah ouais, ils aiment bien mon medley d'Elvis, puis je pense que c'est parce que je danse un petit peu, puis le monde aime ça quand je danse. Des coups de bassin. C'est ça, exact. Je pense que c'est ça. Écoute, on va te souhaiter bien des coups de bassin à la source, du gros plaisir, bien sûr, avec toute cette belle aventure-là de ce deuxième album-là. Puis Guillaume, juste du gros fun avec Simon Chapeau. Merci de ton temps. Au retour de la pause, soyez là, on vous présente notre rencontre avec Mike DeMuro dans le cadre du Festival 2025. Mike DeMuro est partout dans les festivals cette année et un des gros festivals dans lequel on l'attendait était celui du Festival Ville de Lévis. On a eu l'occasion de le rencontrer tout juste avant sa performance. Dans le cadre de l'édition 2025 du Festival Ville de Lévis, j'ai le plaisir de retrouver un visage avec lequel on est très familier, Mike DeMuro. Très content de te retrouver. Merci de me recevoir. Alors là, cette année, officiellement en mode électro, c'est le Festival Ville de Lévis qui t'accueille. D'être officiellement de la carte de Robin Schulz, qui est un icône dans cette industrie-là. Comment t'as reçu cette invitation-là d'abord? Ben, surtout aussi le festival. J'avais tellement entendu parler en bien. Donc, déjà, quand j'ai reçu l'invitation de ce festival-là en tant que tel, j'étais super content. Puis après ça, c'est sûr que là, quand tu sais que c'est Robin Schulz, ben, tu peux pas vraiment dire non, dans le sens où c'est un artiste aussi, quand j'étais jeune, j'aimais particulièrement ses chansons. Prayer in Sea, c'est une chanson que j'ai comme vraiment accroché sur la mélodie, donc vraiment content, là. Quand justement tu croises des grandes stars comme celle-là, de cet univers-là EDM qui fait en sorte que tu fais ça professionnellement aujourd'hui, j'imagine que justement tu te revois à tes débuts dans ta chambre, quand tu te pratiquais à faire des beats, quand tu t'inspirais aussi de ces artistes-là, hein? Ouais, vraiment. Puis, tu sais, on dirait que t'essaies comme d'avoir une énergie, tu sais, que c'est tes collègues, puis t'essaies de faire ton cool, tu sais, mais veux pas, c'est sûr que quand tu te remets 5 ans en arrière, si je m'étais dit il y a 5 ans que j'allais rencontrer ces gens-là, jamais de la vie j'aurais cru que c'est possible. Fait que c'est complètement fou, c'est sûr, là, quand tu remets ça en perspective, de réaliser que c'est réel aujourd'hui, là. Et tu sais, tu parles qu'on essaye d'être cool. Comment un Mike DeMuro fait pour être cool quand il côtoie ces grands noms de l'industrie? Non, mais moi, mon cool, moi, généralement, ça passe plus par être Bobby puis l'humilité, là. Fait que je suis pas le gars le plus cool de base en termes d'énergie, mais non, mais tu sais, c'est plus, tu veux pas non plus faire ta groupie, là. Tu sais, faut quand même garder une certaine énergie professionnelle, c'est normal, tu sais. C'est plus de montrer que j'ai déjà vu ça, tu sais. J'en ai vu d'autres que toi. Là, dans ce temps-là, justement, est-ce qu'il y a peut-être une vedette depuis les 5 dernières années, un artiste que là, t'as pogné ton petit 2 minutes puis t'as eu un petit peu le côté groupie qui est ressorti? Ouais, je pense que... Parce que pour vrai, tu sais, je suis vraiment comme pas pire, mais je t'avoue que Kygo, c'est vraiment quelqu'un que... Là, j'étais comme, OK, là, on est sur un autre step, là, tu sais. Puis ce gars-là a un aura, il est tellement sympathique, tellement simple, mais juste, je sais pas, il est juste Kygo, puis il dégage de quoi, là, que c'est incomparable. Fait que je pense que c'est probablement celui que j'étais le plus... Puis aussi parce que c'est un de mes idoles de jeunesse. Fait que c'est sûr que j'étais très fier de rencontrer Kygo, là. Et là, faut dire, Mike, que ta jeunesse, c'est pas si loin que ça. Hein? T'as pas 40 ans de carrière, très jeune, mais l'ascension a vraiment été fulgurante dans cette industrie-là. On t'a vu du côté de Québec, entre autres, de plusieurs événements, avec la gang de Bleu-Feu, avec le festival Ville de Québec. C'est beau, Sarah, tu mêles 2 festivals. Avec le Festival d'été de Québec, là, maintenant, avec le festival, on t'a vu sur Grand Allô au jour de l'an. J'ai l'impression que ça a fait ça de même, ton affaire. Le moment auquel tu t'es dit, OK, attends un peu, je pense qu'on a quelque chose, c'est lequel? Mais c'est fou parce qu'à chaque fois que t'atteins de quoi, tu penses que t'as quelque chose, puis finalement, tu réalises que t'avais rien. Tu sais, mettons, quand mes réseaux sociaux, ça a commencé, hey, je me pensais-tu cool, puis tu sais, après ça, ça passe, à un moment donné, tu réalises que c'est très éphémère, puis après ça, chanson qui joue à la radio, tu vois ça comme un gros accomplissement, mais là, c'est sûr que quand t'arrives ces plaines d'Abraham, tu fais genre... Tu sais, quand tu sais que même pour un Post Malone, c'est comme le plus gros public qu'il y a eu de sa vie, tu fais comme « It doesn't get better », là, c'est vraiment... En fait, it gets better quand t'es headliner, mais ça reste que, tu sais, c'est vraiment un moment où est-ce que j'ai été choqué, là. Et là, déjà, c'est le festival d'été, tu sais, c'est un check à ta liste. Moi, je me rappelle, entre autres, un remix des Cowboys fringants que tu as fait sur les plaines, qui a fait le tour des réseaux sociaux, qui a été lumineux autant dans le contexte particulier des Cowboys, mais aussi qui t'a mis en lumière d'une manière phénoménale. C'est-tu un genre de... une petite tape dans le dos que tu te donnes pour ce moment-là, entre autres, de ton édition au festival? Ouais, ben tu sais, en même temps, je veux dire, je veux pas me donner trop de crédit dans le sens où je pense que le remix a été fait de façon vraiment respectueuse puis que je me suis appliqué pour le faire bien parce que c'est facile de botcher une tune en remix. Fait que ça, je me donne du crédit pour ça, je pense que j'ai bien fait, mais ça reste que, tu sais,
je veux dire, les Cowboys fringants, les plaines d'Abraham, c'est toutes des choses qui sont tellement plus grosses que moi que, tu sais, c'est juste, à un moment donné, c'est juste que j'étais comme, hey, je vais essayer de créer un moment avec ça, mais je veux pas non plus, c'est pas mon moment à la fin de la journée, là, c'est un moment qui appartient à tout le Québec, je pense, puis tout le monde qui était là ce soir-là. Là. On l'a définitivement tous partagé. J'entends que tu as une éthique de travail qui est quand même importante. Tu le dis, mais ça, c'est facile de botcher. Ça, par contre, je me donne le mérite. Comment tu travailles après ces quelques années-là de carrière? Est-ce que tu t'es développé justement une éthique, un code de travail à la Mike DeMuro? Ouais, vraiment. Mais moi, ce qui marche, c'est vraiment d'essayer d'avoir de la vie la plus normale. Fait que genre 9 à 5, mettons. Là, j'essaie de faire du 40 heures semaine sur ma musique. Puis on dirait le plus que je suis capable d'associer ça à un rythme de vie normal, le mieux c'est pour moi. Puis le plus je suis productif. Mais c'est aussi de vraiment... Je le sais là, que quand je remix des chansons, je touche à des choses des fois. Là, Ozzy Osbourne récemment que j'ai remixé. Je sais que je touche à des choses qu'il faut que tu fasses attention. Fait que j'essaie vraiment tout le temps de le faire du meilleur de ma capacité, puis j'essaie vraiment de le faire de façon respectueuse. Fait que ça, c'est sûr que c'est des choses que... la journée que je vais arriver avec un remix, on dirait que j'ai fait en 2 minutes, là, c'est pas bon, là. Non, non. Y a-t-il une chanson qui t'intimide encore, que tu te dis, j'irai là, mais je vais pas encore là? Toutes les chansons de rock, c'est intimidant parce que la communauté va te le dire rapidement si c'était pas bon. C'est vrai qu'ils prennent ça très, très à cœur, leur classic rock. Ouais, non, le heavy metal, tu fais attention. Fait que c'est ça, je t'avoue que je fais attention. Sinon, non, pas vraiment, parce que je pense que tout est fait dans le respect au final. Ça dépend comment tu le présentes. Là. Si t'arrives que un artiste est mort hier, puis tu fais un remix, puis tu mets ça sur les réseaux sociaux dans le tapis, puis tu fais, à un moment donné, c'est pas respectueux, mais si c'est discret, puis c'est juste fait en clin d'œil pour faire plaisir au public devant toi, je pense que les gens comprennent que c'est juste que tu veux faire vivre un moment aux gens sans pour autant t'approprier le buzz, là, si on veut, de l'artiste. C'est la limite entre surfer sur l'hommage et justement rendre hommage à la personne. Ouais, exactement, c'est ça. C'est quand t'es rendu que tu surfes sur l'hommage, c'est pas bon. Mais si tu rends hommage, puis que tu veux juste que les gens devant toi aient un bon moment, je sais que ces artistes-là représentent tellement beaucoup de choses pour les gens. Fait en tant que DJ, c'est aussi ma job, de faire vivre ça aux gens devant moi, mais c'est pas non plus d'essayer de surfer sur la vague puis de créer mon moment de buzz sur les réseaux sociaux. Là, tu parles de The Osbourne, d'aller dans cet univers-là. Comment t'as trouvé ça? Mais c'est le fun, surtout en plus, j'ai remixé Crazy Train. Dans le fond, il y a une mélodie qui est très reconnaissable. À partir du moment que tu as une mélodie emblématique dans une chanson, après ça, c'est facile de la récupérer puis de bien faire ton remix. Fait que dans ce cas-là, ça s'est bien fait. Puis je l'ai joué en Gaspésie il y a pas long. Puis les gens étaient vraiment contents. Là. Les gens, j'ai eu des bons commentaires, donc c'était parfait. Et là, on revient du côté de Lévis, festival ce soir. Puis c'est une tournée de festival quand même pour toi cet été. Comment tu approches ton premier contact avec le public lévisien? Écoute, je m'attends à ce que on est quand même dans le coin de Québec, on est à Lévis, ça je le sais, mais on est quand même dans le coin de Québec, puis écoute, les publics à Québec, c'est comme ils ont tellement tout le temps d'énergie à envoyer. Fait que on est tellement smart. Ah non, mais pour vrai, c'est vraiment des bons publics, pour de vrai. Fait que j'essaie de leur envoyer le plus d'énergie possible à chaque fois, puis je pense pas que ce soir ça va être différent. Là. J'ai vraiment juste envie de leur donner de l'énergie à fond. Et là, j'aime jouer au jeu du téléphone. C'est mon nouveau jeu depuis le Festival d'été de Québec et j'ai décidé de le poursuivre. As-tu ton cellulaire avec toi? Hey Matt, je fais ça mon ciel. On aurait besoin de ton téléphone. Je fais ma coquine, puis je fouille dans le téléphone des gens, j'aime bien ça. Mais là, écoute, bien sûr, tu te sens à l'aise. Hein? Si jamais c'est une photo d'homme nu ou de femme nue, je ne veux pas voir ça. La dernière photo que tu as prise avec ton téléphone, quelle est-elle? C'est une photo. Je me suis acheté un nouveau volant pour jouer à mon jeu de F1. T'es fan de F1? Ben, depuis que j'ai mixé à F1, je suis fan. Fait que c'est une photo de mon volant que je me suis acheté parce que là, ça me donne envie de dépenser de l'argent à cette affaire-là. Là. Mais là, on a quand même quelque chose d'intéressant ici parce que d'habitude, c'est les séries, justement, Formula One sur Netflix qui font en sorte que les gens trippent sur la F1. Toi, t'as eu l'invitation, tu t'es dit, ouais, moi, les chars qui vont vite, ça me tente. Mais là, depuis que t'as été là, t'as eu le buzz totalement. Là. Ouais, puis pour vrai, je suis quasiment frustré que j'étais pas plus fan que ça avant parce que là, on dirait que je voudrais revivre cette journée-là, mais dans une peau de quelqu'un qui connaît les pilotes, qui connaît les autos, parce que là, j'arrivais là puis je découvrais un nouveau monde là, pour moi, mais c'était tellement impressionnant. Là, mais ouais, là, j'aimerais le revivre aujourd'hui. Et là, t'en parles de mixer sur la ligne de départ, à côté des pilotes, à côté des chars. Y avait-tu une partie de toi qui était comme, c'est quoi ma vie en ce moment? Ouais, vraiment. Là. En plus, j'écoutais la F1 avec mon père quand j'étais petit, genre le dimanche, puis je sais pas, là, Max Verstappen, tout le monde sait c'est qui, là, quand il marche à côté de toi, c'est impressionnant. Là. Non, je me demandais vraiment ce que je faisais là, mais c'était vraiment une belle expérience. Et là, il va falloir que tu sois sur ton téléphone. J'ai une dernière question. Le dernier texto que tu as envoyé, puis là, celui-là, je fais comme si je le savais pas, mais je sais que tu as texté ça. Ouais, le dernier texto que j'ai envoyé, c'est ma blonde tantôt. Parce que, en tout cas, il y avait une histoire avec. Ils savaient pas où mettre leur sac à dos là, pendant le saut. Fait que là, on a réglé la situation des sacs à dos.
Fait que là, tout le monde est heureux. Fait que j'ai réglé une situation de rangeage de sac à dos avec ma blonde. Regarde ça, c'est lui qui travaille, puis c'est lui qui gère le rangeage des sacoches. C'est épouvantable, hein? Il faut falloir que tu y parles. Il va faire régler cette situation-là. Mike, je te souhaite un bon show ce soir. C'est vraiment toujours un plaisir de te croiser dans une scène, que ce soit à Québec ou partout dans le monde. Puis juste du gros fun pour ce baptême du festival ce soir. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine.